Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que nous venons avec l'équipe de Vyfe de développer un super outil pour capturer vos visios ou vos appels téléphoniques et les séquencer en direct via une grille d'observation. Cela vous permet simplement de revenir très rapidement sur des moments intéressants de votre appel et améliorer vos performances de commercial. Si vous voulez bêta-tester cet outil, n'hésitez pas à me contacter. Nous cherchons justement des testeurs et ce serait un plaisir de compter sur la communauté Les Héros de la Vente. Merci et bon épisode. Bonjour à tous pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Guérin. Olivier, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je le peux. Donc je m'attendais à ça. Donc aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est les super pouvoirs des questions dans la vente. Et du coup, Olivier va être très précis sur les questions que je vais lui poser. Je suis tatillon, tu peux le dire, c'est clair. Voilà. Et donc toi, ce que tu regardes, Olivier, bien sûr, c'est si on te pose des questions ouvertes ou fermées. Alors, c'est un des premiers distinguos que je vais faire, effectivement. Alors, bien sûr, dans ta question, est-ce que je peux me présenter ? Et c'est une évidence que je vais te répondre. Et ceci étant, je peux te répondre en devant te poser des questions pour préciser. Est-ce que je dois me présenter professionnellement ou personnellement ? Tu vois, par exemple. Oui. Mais tu aurais pu aussi me dire que fais-tu dans la vie ? Que fais-tu pour tes clients ? Ou qui es-tu ? Qui est déjà plus tout à fait pareil. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu veux que je commence par quoi alors ? Quelle question tu voudrais me faire ? Qui je suis peut-être ? Oui, tout simplement. Qui es-tu, Olivier ? On va commencer par celle-là, un petit peu d'état civil. Donc moi je suis Olivier Guérin, j'ai 46 ans, je suis marié et papa de 2 enfants, de grands enfants maintenant, 14 et 8 ans. Et je suis basé dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et depuis maintenant, on va passer sur le côté professionnel. Et depuis maintenant 6 ans, après une carrière de salarié en tant que commercial et différentes fonctions, commercial jusqu'à directeur commercial, peu importe, toujours dans la vente. Il y a 6 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de vouloir partager, de faire de ma passion pour la vente mon activité principale. Depuis très longtemps, j'avais fait de la formation dans mes débuts professionnels et ça m'avait passionné. Donc, j'ai voulu mixer le fait de donner de l'information, le fait d'être indépendant et enfin le fait de transmettre du savoir sur la vente elle-même. Et donc, j'ai mixé ça dans mon activité. Et maintenant, quand je me présente à la question qui je suis, je réponds mais moi, je suis Olivier Guérin, je suis spécialiste des mots de vente. Oui, mots MAUX. Alors, MAUX, mais bien sûr, comme on est dans la vente et comme tu l'as dit il y a peu avec ton dernier épisode où il y avait Yann qui intervenait en copywriting, eh bien effectivement, les mots MOTS sont très importants et bien sûr, aujourd'hui, le sujet, ça va être le questionnement et c'est pour ça que j'en ai fait une petite introduction en te titillant un peu tout à l'heure, effectivement, sur ta première question. Ouais, merci pour ça. Donc le sujet, effectivement, c'est les super pouvoirs des questions dans la vente. C'est toi qui as choisi ce titre et ce sujet. Pourquoi c'est un sujet fondamental selon toi, Olivier ? Alors, en fait, moi j'ai eu une révélation. Parfois dans la vie, il faut, même après 40 ans, d'ailleurs c'était à 42 ans, il faut être très précis. Donc après avoir monté mon activité, j'ai cherché à m'appuyer sur un outil pour me donner une structure dans ce que j'allais proposer aux entreprises, à mes clients. Et je travaille maintenant avec une entreprise américaine qui s'appelle Objective Management Group, qui est le leader mondial dans l'évaluation des compétences en vente. Et depuis maintenant 4 ans, je suis partenaire avec eux. Je vais aux États-Unis, je vais à Boston, à l'université
l'overall tous les mois de mars. Et j'étais en conférence avec tous mes confrères du monde entier, on était 120, et sur scène, il y avait le créateur de l'entreprise, Dave Kurlan. Et par des jeux de rôle, en fait, qui avaient lieu sur scène, j'ai enfin compris et j'ai été frappé par cette puissance du questionnement. Et j'ai enfin compris à quel point c'était fondamental de savoir maîtriser cette technique du questionnement parce qu'elle permettait de trouver les clés de ce qu'on voulait chez notre client. En fait. Et ça, c'était formidable. Et là, je me suis dit, moi, j'ai vu le maître Jedi du questionnement profond, en fait, pour être très clair. Donc, ça a été comme un éclair qui a frappé, qui est passé juste à côté de moi. Et là, je me suis dit que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir enfin structurer mon approche de vente et porter, c'est presque porter la bonne parole. Hein. On est quasiment là. Hein. Ok, très bien. Alors c'est vrai qu'on a parlé un peu du questionnement dans un épisode sur l'entretien de découverte avec Jean-Pascal Mollet. Mais c'est vrai qu'en fait les questions dans la vente, c'est pendant tout le cycle de vente. On pourra en parler d'ailleurs, hein, mais par exemple, notamment si tu veux à un moment donné closer, pour closer, il faut poser encore des questions. Oui, tout à fait. Toi, tu veux qu'on aborde quel domaine? Est-ce que tu veux qu'on attaque le début, qu'on refasse un petit... en fait, après, j'ai envie de parler des origines, en fait, parce que je te propose au cours d'entretien, en fait, à la fin de l'entretien, je te donnerai des exemples. J'essaierai d'émailler notre discussion d'exemples très, très pratico-pratiques pour que nos auditeurs puissent repartir avec quelque chose de très tangible, en fait. Mais je pense qu'il faut partir des origines. En fait, moi, je vais te poser une question. D'après toi, les enfants de 5, 8 ans, ça pose quoi comme type de question, Alexandre? Pourquoi? Exactement, des pourquoi. Et à partir de 10 ans, qu'est-ce qui se passe d'après toi? Eh ben, on passe par la case école. On passe par la case école. Et le pourquoi va se transformer en question fermée, j'imagine. Elle va se transformer où on nous pose des questions plutôt et on va délivrer une réponse qu'on attend en fait. Ouais. Hein? Alors quelque part en fait, je n'ai pas les raisons exactes de cette transformation. Il y a aussi sans doute une part d'affirmation de soi, du fait que comme on a plus de connaissances, on souhaite les montrer. Alors, peut-être aussi ça, c'est un impact de l'école. Hein. Peut-être aussi que les parents, à un moment donné, jettent l'éponge. C'est-à-dire que quand un enfant vous demande constamment des pourquoi, à un moment donné, on va juste envie de lui dire mais parce que c'est comme ça, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, l'enfant lâche. L'enfant peut peut-être lâcher. Et alors effectivement, ce qui est difficile, ce que je constate, c'est que, et c'est pour ça tout à l'heure, on va faire le lien avec l'exemple qu'on a eu tout à l'heure. Moi, je constate par la pratique d'exercices en formation que les participants, les commerciaux ou managers d'ailleurs, arrivent avec, on va dire, un minimum quand je fais l'exercice, de 60 à 70% de questions fermées. Ouais. Quand on fait, et à quelque moment que ce soit, hein, c'est-à-dire quand en entretien en découverte, au téléphone, peu importe, hein, peu importe le stade, hein, beaucoup de questions fermées. Et là, je vais être très précis. Tout à l'heure, tu m'as posé une question fermée. Est-ce que, hein, et ça commençait, et il faut être très précis dans le vocable, ça commençait par un verbe conjugué. D'accord. Ouais. Toute question qui commence par un verbe conjugué est une question fermée. Je le redis à tous ceux qui nous écoutent. À partir de ce moment-là, la seule réponse que tu obtiens quand tu poses une question qui commence par un verbe conjugué, c'est oui ou non. Et donc, tu obtiens peu d'infos. Alors, les gens sont gentils, sont bien élevés quand même. Ils répondent quand même. Ouais. Mais, toujours est-il qu'ils répondent à côté. Potentiellement, ça va juste nous donner une toute petite vision de ce pourquoi on pose la question. Mais c'est vrai que tu touches un point sensible, c'est-à-dire que effectivement les commerciaux le savent, hein, que il faut poser des questions ouvertes
Voilà. vis-à-vis de ton prospect, etc. Mais en fait, les automatismes reviennent Voilà. vite au galop et en fait, tu poses beaucoup de questions fermées. Exactement, Alexandre. Je pense que tu touches à un point tout à fait exact. C'est-à-dire que ce que j'énonce ici, enfin, les gens qui nous écoutent, hein, la plupart des gens qui me lisent d'ailleurs aussi, hein, vont se dire, bah, c'est une évidence, c'est enfoncer des portes ouvertes, ce que je viens de dire là. Et c'est-à-dire que c'est très facile à dire, il faut poser des questions. Sauf que c'est pas facile à faire. C'est pas si simple que ça de poser les bonnes. Non. Et c'est typiquement quelque chose qui ne s'apprend plus, hein, qui ne s'apprend pas d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est très étonnant. J'ai discuté avec des journalistes. Ça s'apprend pas vraiment dans l'école journaliste. J'ai discuté avec des avocats. Ils ne travaillent pas non plus beaucoup ce sujet-là. Et puis, je rencontre peu d'entreprises qui attachent du détail au questionnement, hein, qui devrait être utilisé par les commerciaux sur le terrain, mais également, bien sûr, par les managers. On va en reparler aussi. Hein, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, donc à partir du moment, et c'est une idée forte là, que chacun pourra retenir, à partir du moment où qu'une question commence par un verbe conjugué, vous n'obtenez pas l'information telle que vous devriez l'obtenir. Donc ça, c'est déjà un premier écueil et sur lequel il faut vraiment travailler. Et Alors, après, est-ce que tu voudrais un moyen mémotechnique pour ancrer définitivement cette pratique? Oui, j'allais te demander si tu pouvais nous donner des exemples soit de questions. Alors, je vais te donner un premier exemple. Et après, je vais donner un moyen mémotechnique que tous les auditeurs vont garder à tout jamais dans leur tête. Est-ce que c'est un bon teasing? Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour que les gens continuent à écouter, hein, bien sûr. Alors, je vais te donner je vais te prendre par exemple, imaginons que la situation où tu es chez un prospect et tu veux arriver à savoir qui décide. Tu vois? Ouais. Tu peux te dire ça. Alors, la vraie question à se poser, d'ailleurs, étant plutôt sans doute comment ça va se décider. Mais juste comme l'objectif n'est pas clair, ça se termine souvent, et j'entends souvent cette question, et ça peut, peut-être un jeune commercial n'en a pas conscience, donc j'ai quand même, premier niveau de question, et imagine que je te pose, Alexandre, est-ce que c'est toi qui décides? Non. Bon, oui, non. Globalement, si tu es un commercial, tu vois, si tu es un commercial et si tu es en face d'un prospect que tu lui demandes est-ce que c'est vous qui décidez, globalement, le prospect, comme il a quand même un certain ego, il va répondre bien sûr que c'est moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein? Avec un peu de chance, il va dire d'autres choses, hein, mais globalement, ça peut vite te présenter un rideau de fumée à ce qui peut se passer. Deuxième niveau de question, un peu mieux, qui décide de ce projet? Alors c'est pareil, tu as le même risque ici, un petit peu moins, parce que selon le niveau d'hésitation de la personne qui est en face de toi, tu pourras détecter, ok, bon, ici il y a un niveau d'hésitation, il dit que c'est lui, mais peut-être que c'est pas si vrai que c'est. Donc là, tu peux creuser. Mais j'en ai un troisième qui va t'intéresser, qui va intéresser tout le monde. Donc, par exemple, la troisième question qui serait beaucoup plus puissante et qui peut être posée directement, c'est comment allez-vous décider ce type d'achat, ce projet? Ouais, tu transformes le qui en comment. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on pose un comment, comme le prospect, le client, va devoir se mettre à réfléchir. Et là, il ne peut plus faire un rideau de fumée, dire c'est moi qui décide. Il est obligé de réfléchir. Et j'ai même un quatrième niveau, encore mieux que ça. Est-ce que tu veux celle-là, Alexandre? Ouais, je suis tout oui. Dans le passé, monsieur client, monsieur prospect, comment avez-vous fait pour décider un projet de ce type? Ou un investissement de ce type, ou un achat de ce type? Quand on pose une question comme celle-là, le client est obligé de réfléchir et de se projeter. Il est obligé de se demander comment ça a été fait dans le passé. Et il va pouvoir vous décrire le processus de décision, qu'est-ce qui a pu bloquer, pourquoi ça a bloqué. Vous allez en savoir beaucoup, beaucoup plus. Donc tu vois, il y a vraiment entre le est-ce que et le comment c'est fait dans le passé, tu vois qu'il y a quand même une différence totalement dingue en fait. Ouais. Mais il faut descendre dans le détail. C'est pour ça que je te fais cet exemple ici. Et enfin, je t'ai promis un moyen mémotechnique.
Une bonne question, mais il faut qu'elle contienne du cul. Ouais, très bon moyen mémotechnique. Et oui, du cul. Alors pourquoi, comment, alors comment tu peux, tant pis, je sais bien qu'il n'y a pas de cul, mais c'est pas grave. Pourquoi, comment, qui, quel, voilà, combien. S'il n'y a pas de cul, je suis d'accord, mais on va rester sur le son, du que. Voilà. Et bien en fait, toutes ces questions-là, c'est elles qui vont pouvoir donner des informations intéressantes sur ce qui va se passer, ce qui se passe chez le prospect. Voilà. Ouais, donc ça, c'est les questions pourquoi, comment, que, quel, combien. C'est le bon début, un bon début pour savoir poser des questions ouvertes. Ouais. D'autant plus que, en fait, ce dont il faut se méfier, c'est que il faut pas que ça se transforme en interrogatoire, un entretien. Et donc le fait de poser des questions qui seraient des questions fermées, ça va vous en faire poser beaucoup. Mais si on pose juste 2-3 bonnes questions ouvertes du début, en fait ça roule tout seul. Ouais. Parce qu'il y a un paradoxe en fait dans un des super pouvoirs des questions, le super pouvoir numéro 1, c'est que par le questionnement, c'est le commercial qui prend le contrôle de l'entretien. Oui, par exemple, quand tu veux conclure une vente, en posant des questions ouvertes à ton prospect, tu peux identifier les derniers points d'objection, par exemple. Par exemple, on imagine, et si tu as bien fait ton questionnement en plus, parce que c'est ça là, le pouvoir majeur, en fait, c'est toi qui prends le contrôle, mais je vais dire le deuxième pouvoir, c'est la capacité, parce que c'est ça l'objectif principal, en fait, le deuxième super pouvoir du questionnement profond, ça va être de faire dire au client pourquoi il fera appel à tes services. Ouais. Ou pourquoi il a encore des hésitations. Alors, effectivement, à un moment donné, à la fin, tu vas aussi, mais si tu l'as fait dire avant, pendant tout l'entretien, exactement, et tu lui fais dire à lui, c'est tout ce que je vais dire là est très important, lui faire dire les raisons impératives de travailler avec toi, quel que soit ton projet, quel que soit ce que tu vendes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Lui faire dire les raisons impératives, je le répète, lui faire dire les raisons impératives de bosser avec toi. Et à un moment donné, si dans ton discussion de découverte, tu en arrives à ça, eh bien en fait, tu auras finalement quasiment plus trop de problèmes en termes de closing à l'objection. Oui, parce qu'il aura déjà formulé en fait le bénéfice de ta solution. Il aura déjà fait un grand chemin dans son raisonnement. Oui, parce que après, quand la personne t'a dit à quel point c'est important pour elle de changer, forcément, je veux dire, tu peux revenir dessus en disant, mais voilà, tout à l'heure, vous m'aviez dit que pour vous, c'était impératif de changer parce que vous avez, prenons un exemple dans mon domaine, vous m'avez dit tout à l'heure que le turnover des commerciaux vous a coûté presque 1 million d'euros dans les 5 dernières années. Qu'est-ce qui fait que vous hésitez encore à prendre une solution qui vous permet d'économiser 200 000 euros par an? Justement là-dessus, j'ai un épisode de prévu sur la quantification des bénéfices et savoir quantifier une solution en fait, et pas juste qualifier une solution. Exactement, parce qu'en fait, ça c'est ce sera hyper important, et je pense que c'est intéressant de marteler ce message, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on n'a pas la quantité de douleur du client, ça risque l'objection de closing va vous sauter à la gorge en fait. Ouais, c'est plus compliqué. Parce qu'il sera difficile ce sera trop tard. Effectivement. Ok. Donc là, effectivement, donc le premier super pouvoir, c'est que tu prends le contrôle de l'entretien quand tu poses des questions, et tu perds le contrôle quand tu parles et que tu présentes trop de choses. Ouais. Voilà. Oui, et puis souvent quand tu présentes trop de choses, tu donnes aussi, tu laisses le temps au prospect de réfléchir et puis finalement de trouver des points de frein. Des points sensibles, alors que si tu l'avais laissé parler, il aurait peut-être pas réfléchi à ça. J'ai un petit aphorisme pour ça. Bien connaître vos produits et services s'impose. En parler vous expose. Trop en dire indispose. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, donc tu vois, parce que c'est pareil.
pourquoi le questionnement est si important? C'est parce que globalement, l'être humain est ainsi fait qu'il est entièrement autocentré. Ouais. Il ne s'intéresse pas vraiment aux produits et services que vous proposez, il s'intéresse aux problèmes que ça va lui résoudre lui. Ouais, et là, ça fait écho avec l'épisode effectivement de Yann Le Naine. Oui. Effectivement, même dans des newsletters, la rédaction d'articles de blog, les entreprises ont tendance à beaucoup parler d'elles et pas du prospect et de ses problèmes. C'est frappant en fait, et effectivement j'ai été passionné par cet épisode de Yann, et c'est là où on voit l'importance de la maîtrise du vocabulaire et des mots. Cette maîtrise fera ou pas que vous serez au bon endroit et attendu sur le bon sujet. Mais effectivement, chaque être humain s'intéressant à lui, le fait de poser ne serait-ce qu'une bonne question pour démarrer, en fait, ça lance la conversation sur le sujet qui intéresse le plus les clients et les prospects, c'est-à-dire eux-mêmes. Exactement. Est-ce que tu veux un autre exemple de question super puissante pour bien démarrer un entretien de vente? Ouais, et puis j'allais te demander effectivement d'autres super pouvoirs des questions, mais vas-y, les exemples, c'est alors, je t'en donne un qui permet de justement très concrètement de relier directement par rapport à ce que je viens de te dire, donc de lancer le débat là où il devrait être le plus vite possible. On imagine un contexte où après s'être présenté, la personne mais c'est ça qui est sensible, au début de l'entretien, surtout pour prendre le contrôle, il faudra le plus vite possible, avant que le prospect ou le client vous pose une question, présentez-vous ou commencez à présenter vos services, ne pas le faire tout de suite et d'abord demander à ce que le prospect, client, répond à cette simple question: pourquoi avez-vous décidé de réserver 1 heure dans votre agenda pour parler avec moi? Ouais, ça effectivement, c'est intéressant de dire. Effectivement, moi je pose souvent cette question, pourquoi vous vouliez qu'on se parle? Et effectivement, on renverse un peu le rapport. C'est plus nous qui voulons présenter quelque chose absolument, mais c'est plutôt la personne qui a un intérêt pour une question quelconque et qui nous accorde un peu de temps. Ouais. Voilà, c'est juste, d'abord c'est tout à fait humain, c'est rien d'extraordinaire. Tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi et globalement les gens répondent en plus à ça. Alors après ils peuvent encore vous servir une banalité. Imaginons parce que vous venez de la part de quelqu'un, etc. Soit, mais en fait le truc c'est que ça va lancer le bon niveau. Après il faut insister, on va dire oui, mais je me doute bien que vous m'avez reçu parce que ceci, cela. Et dans les faits, pourquoi vous avez quand même prévu de réserver 1 heure dans votre agenda? Parce que j'imagine bien que c'est pas pour le simple plaisir de. Tu vois. Ouais. Et tu restes là-dessus, et tant que tu n'as pas ça, tu ne t'enchaînes pas. Oui, et puis ça permet de qualifier aussi le prospect, parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui, je caricature, mais qui a vu de la lumière et qui a un rendez-vous avec vous, mais ou alors quelqu'un qui a vraiment de grosses difficultés sur un sujet et il pense que vous pouvez lui apporter une réponse, et là du coup ça et après et après moi une discussion aussi avec des DG, présidents, des dirigeants ou des acheteurs. Un acheteur, c'est pas forcément un acheteur professionnel, tu vois, c'est peut être un acheteur, quelqu'un qui achète, parce que à la rigueur, la question commerciale, de toute façon, tout le monde est commercial de quelque chose. Tu vois. Tout le monde vend quelque chose, que ce soit à titre personnel quand c'est une soirée avec des copains, un resto avec des copains, ou un avocat qui vend une prestation, ou un commercial où c'est marqué commercial sur sa carte. On a tous quelque chose à vendre. Et avec ces questions, en fait, tout de suite, tu te mets au bon niveau, tu imposes finalement, tu remets la balance où elle devrait être. Tu imposes un équilibre, en fait. Un rapport de force qui n'est plus effectivement dans le fait de quémander quelque chose, mais bien de vouloir aider la personne qui est en face de soi. Ouais. Même si, bien sûr, à la fin, il y a une vente, on est d'accord, mais tout le monde le sait, ça. Il n'y a pas de faux semblant. Ouais, en tout cas, Olivier, merci pour ces exemples, parce que c'est vrai que ce podcast, j'aime beaucoup quand effectivement on a des exemples concrets à mettre en application rapidement.
Et quand les invités comme toi donnent un peu de matière à utiliser, c'est top, quoi. C'est des mini masterclass, donc merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler de d'autres super pouvoirs ou d'autres exemples? Bien sûr. On va faire un peu les deux. Après, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans le questionnement, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'un des objectifs, et c'est là où je vais revenir, je vais le redire parce que c'est vraiment important, hein, faire dire aux clients les raisons impératives de travailler avec vous va passer par du questionnement. Parce que effectivement, quand tu arrives à lui faire dire ça, tu obtiens beaucoup de choses. Et en conséquence, un des autres super pouvoirs, c'est que forcément, ça va raccourcir le cycle de décision. Et oui. Et oui, parce que si on n'arrive pas, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut quantifier. Si tu n'arrives pas à quantifier, si tu n'arrives pas à savoir depuis combien de temps la douleur existe, ou si tu n'arrives pas à savoir comment la personne sa vie sera meilleure, entre guillemets, hein, sa vie professionnelle sera meilleure après que vous ayez travaillé avec lui, effectivement, il y a quand même il n'y a pas de raison que ça change. Exactement. Et donc, effectivement, si vous lui faites pointer du doigt, si vous lui faites dire que le problème est aigu, qu'il dure depuis très longtemps, et vous aurez forcément un cycle de décision qui va se raccourcir. D'autant plus qu'il faudra poser des questions comme tout à l'heure. Dans le passé, qu'est-ce qui a fait que le projet vous n'avez pas avancé dans le passé? Comment vous avez décidé ce projet dans le passé? Qu'est-ce qui pourrait dans le passé, qu'est-ce qui a pu empêcher un projet de ce type déjà de se faire, ou un investissement de ce type de se faire, par exemple? Ouais, voilà. Comment, tu l'as déjà dit, comment allez-vous prendre cette décision? Avez-vous consulté d'autres entreprises sur ce sujet? Ah non, mais pas avez-vous. Tu vois, regarde, c'est ça le problème. Oui, là, c'est une question fermée. Eh oui, dans le piège. Oui, mais merci. Mais non, mais c'est génial que tu le fasses parce que ça m'aide dans mon explication. Parce que par exemple, pour les fournisseurs, par exemple, j'en ai une plutôt que celle. Avez-vous bien sûr qu'on aimerait bien savoir. Bien sûr, il faut la poser. Déjà, c'est déjà beau de la poser. Ouais. Tu vois, c'est déjà beau de la poser. Beaucoup de commerciaux le font pas. Par contre, déjà, je dirais plutôt. Qui avez-vous consulté? Oui. Ou un truc un peu autre chose, ça pourrait être tu vois, des fois j'improvise. Et là, c'est vrai que le qui, on rappelle ton moyen mémotechnique. On est dans le. On est dans le cul. Voilà, exactement. Bon, je suis désolé pour le côté trivial, mais je suis sûr que ça plaît beaucoup de commerciaux quand je fais ça, et ça fait marrer tout le monde. C'est juste une lettre. Et après, tu vois, ça peut être une question du type. Qui sont les partenaires de confiance que vous avez consultés pour ce projet? Tu peux arriver à essayer de sonder des choses parce que ou alors j'imagine bien que vous êtes accompagné depuis de nombreuses années par un partenaire de confiance. Pourquoi avez-vous déclenché cet appel d'offres? Pourquoi vous recevez-vous d'autres partenaires maintenant? Ouais. Et ensuite, quels sont les bénéfices qui pourraient vous faire choisir notre solution, par exemple? Tu vois, pas tout de suite, parce que du coup, non, parce que par exemple, moi, je t'en soumettrai une autre. Imaginons qu'on ait travaillé, et tiens, celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, imaginons qu'on ait travaillé ensemble dans 12 mois. Qui est-ce qui a changé dans la façon de faire ci ou ça? Tu vois, là, il est obligé. Par rapport à vos fournisseurs actuels, qu'est-ce que vous aimeriez, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ouais, ça on me l'a déjà posé. J'ai bien aimé cette question-là. Donc là, c'était moi le prospect. C'est toi le prospect. Et on m'a déjà posé cette solution. Quelle serait pour vous? Donc c'était pour un accompagnement sur le marketing en fait. Et donc mon interlocutrice qui était très très forte m'a demandé quelle serait pour vous la solution idéale. Et ne pensez pas au budget. C'est quoi pour vous la solution idéale dans le marketing? Et là, c'est vrai que ça, du coup, on peut partir loin, mais au moins ça donne un peu de discussion. Nous, on se projette beaucoup. On a tendance à en dire beaucoup.
Mais c'est normal parce que, je veux dire, toi, t'es entrepreneur, je veux dire, tu as un produit, tu y crois et c'est normal. Je veux dire, on en est tous là. En fait, on est tous, voilà, on porte tous un produit ou un service, hein, et du coup, forcément, on a envie d'en parler. Ouais. C'est normal, hein. Ouais, et donc la force des questions ouvertes, effectivement, c'est de donner la parole à quelqu'un et ça lui permet de se projeter, et puis de dire ses rêves, mais aussi ses craintes. Exactement. Et ses craintes, oui, oui, tout à fait. Ça permet de savoir tout ça. Et tu as raison aussi de dire ça, parce que du coup, si tu les mets au niveau émotionnel, tu vas aussi avoir beaucoup plus d'impact, puisque en fait, maintenant c'est quand même prouvé que scientifiquement que les processus de décision du cerveau, il y a forcément un filtre émotionnel en premier lieu. Ouais. Mais là, j'ai fait un épisode effectivement sur les biais cognitifs. Donc c'était l'épisode sur les neurosciences dans la vente avec George Devine, et on en parle un peu de ces biais cognitifs émotionnels. Et voilà, très clairement, le cerveau humain passe son temps à rationaliser des décisions émotionnelles. Ouais. Donc on pense que tout est rationnel chez l'être humain, mais c'est le deuxième facteur qui permet de justifier le premier, en fait. Donc l'émotion est très importante. Alors bon, on va pas c'est pas le sujet, hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, quand tu sais ça, tu t'intéresses aux craintes, tu vois, par exemple, quelle serait une issue qui aura des conséquences néfastes pour vous, ou de quoi vous avez encore peur avant de vous lancer. Ouais, qu'est-ce qui vous empêcherait d'acheter aujourd'hui, par exemple? Ouais, exactement. C'est vrai qu'on revient au closing, mais qu'est-ce qui vous empêche encore de mettre le crayon sur le banc de commande? C'est des choses, et parfois effectivement. Après, là, une des seules questions, il y a peu de questions fermées que je tolère, mais il y en a deux. Alors une que je tolère quand même, c'est est-ce qu'on travaille ensemble, tu vois, à la fin en closing, hein, tu vois, tout simplement. Parce que parfois, il faut juste la poser, celle-là. Oui. Mais celle de qu'est-ce qui vous empêche encore de mettre le stylo sur le bon de commande, elle est bien aussi, et elle peut quand même soulever encore des choses, quoi, si ça traîne, si on voit que ça traîne encore. Ouais. Et moi, j'ai un petit tip, mais qui est vraiment simplicime, mais ça permet de se mettre les choses un peu en pratique. C'est comme les questions ouvertes sont pas forcément automatiques au début, bien qu'on peut être formé ou écouter cet épisode, je me les note en fait sur une application de notes du smartphone. Et je fais beaucoup de rendez-vous par visio ou téléphone. Et donc, j'ai toujours les questions de découverte, mais aussi de closing sur mon smartphone. Et tu vois, par exemple, les questions que tu as données en exemple, je vais pouvoir me les rajouter. Et ça permet, à un moment donné, au cours de l'entretien, de dire « Ah oui, il ne faut pas oublier ces questions-là, ces questions ouvertes. » Et ça, c'est un exercice pratique hyper facile à mettre en place et qui permet à un moment donné de s'entraîner. Puis à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Donc, vous n'aurez plus besoin du smartphone et des notes. Tout à fait. Mais au début, si vous avez un peu du mal à retenir le moyen mémo technique dont on a parlé, prenez-le en note, notez-vous les questions, adaptez bien sûr à votre client. Et alors j'ai une deuxième idée pour toi de soumettre, c'est aussi imprimer le livre blanc d'Olivier Guérin, c'est-à-dire moi-même, 100 questions pour vendre. Ah d'accord, tu as fait un livre blanc sur les 100 questions pour vendre. Ah oui, que je suis obsédé par le questionnement, de toute façon, voilà, c'est clair. Donc ça, est-ce que tu pourras mettre les notes dans ton podcast? Oui, bien sûr, j'allais te demander en plus, hein, c'était une de mes questions, le contenu que tu nous conseilles, lecture, livre. C'est celui-là. Donc franchement, c'est mon livre blanc. En fait, c'est un travail d'équipe, hein, c'est-à-dire que j'ai demandé à 80 professionnels de la vente, aussi bien nord-américains que français, quelles étaient leurs meilleures questions dans la vente. Et j'en ai fait une synthèse et j'ai obtenu quelque chose de très sympa et de très puissant. Peut-être même un peu trop puissant, ce que je dis toujours, faut pas les prendre toutes d'un coup. Faut en piquer quelques-unes et les adapter à son business. Et c'est très... voilà, donc c'est un livre blanc qui a déjà été téléchargé plus de 1000 fois, hein, quand même. D'accord. Ce livre blanc, on le trouve où?
Alors, en fait, moi, je l'ai mis à disposition là sur mon site web, et je t'enverrai le lien. On pourra le mettre dans tes notes si tu veux. Ouais, très bien. On fait comme ce sera ça. le plus simple. Là, j'étais en train de rafraîchir justement, donc c'est pas grave, il sera sur. Je t'enverrai le lien, bien sûr. Très bien. Du coup, Olivier, est-ce que tu veux qu'on passe aux questions de fin, ou tu as encore des choses à partager sur les questions sur les super pouvoirs, ouais. En fait, sur les super pouvoirs, donc on l'a dit, donc effectivement, donc c'est de prendre le contrôle en entretien, c'est faire dire aux clients les raisons impératives de bosser avec soi, c'est également raccourcir le cycle de vente, puisque du coup, tu en apprends plus sur pourquoi ça va se faire, pourquoi ça doit se faire et pourquoi ça devrait se faire. Ça permet encore plein d'autres choses, mais j'ai envie de avant qu'on enchaîne, j'ai envie de dire aussi, il faut aussi, j'ai partagé avec toi quelque chose d'un petit peu encore plus loin que ce qu'on vient de faire. C'est que je constate dans les exercices que je fais faire que bien souvent, la très grande majorité des questions qui sont posées concernent le présent du client. Alors ça, c'est une autre idée par rapport au questionnement, et je vais l'expliciter là. La plupart des questions qui sont posées aux clients, aux prospects, ce sont des questions qui concernent son présent. Comment faites-vous ci? Pourquoi faites-vous ça? Etc. etc. Bon. Et les questions qui portent sur le passé du client et le futur du client, il y en a très peu. Globalement, 80% des questions portent sur le présent et 10% sur le passé, 10% sur le futur. Or, les motivations à changer, elles sont clairement pas dans le présent. Oui. Eh oui. Ce qui fait changer quelqu'un, c'est ses douleurs du passé, ses problèmes qu'il a rencontrés, qu'il a plus envie de revivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et bien sûr, dans le futur, pour comment il serait mieux dans le futur. Et quand tu poses des questions dans le passé, tu as forcément des réponses qui vont te donner des idées pour accrocher vis-à-vis de ce que tu vends. Exemple, dans le passé, combien ça vous a coûté de ne pas avoir de solution pour faire ci ou ça? Ou dans le passé, dans un passé récent, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas retrouver, à quoi vous n'aimeriez pas être confronté de nouveau dans tel type de situation? Toi, c'est des questions hyper génériques que tu peux adapter à tous les business. Ouais. Peu importe. Et puis, dans le futur, pareil, comment vous projetez-vous? Dans un an, si on a travaillé ensemble, un peu celle que je disais, qu'est-ce qui a changé, par exemple? Dans un an, on travaille ensemble, qu'est-ce qui a changé? Et en quoi j'ai rendu votre vie meilleure à titre personnel ou la vie de l'entreprise à titre business? Qu'est-ce qui a changé? Ouais. Et là, tu vois, tu as vraiment une profondeur que tu n'as pas en t'intéressant juste au présent. Oui, moi j'ai une question que j'aime bien poser, c'est quels sont les enjeux des prochains mois pour votre entreprise sur ce sujet, par exemple? Alors, celle-là, elle est bien aussi, parce qu'effectivement, elle projette. La difficulté, c'est souvent, ça dépend avec qui tu es. C'est-à-dire qu'en termes d'interlocuteurs, les interlocuteurs ne sont pas toujours en mesure. En jeu, ça peut être parfois difficile de voir ce que c'est. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que vous devez changer. Tu vois, cette question est peut-être plus adaptée pour des décideurs en voilà. cycle de vente finale. Ouais. Oui. Ceci étant, après, même si le décideur il est haut gradé, plus il est haut gradé, ça n'empêche pas d'avoir des questions qui sont hyper précises. Quoi. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils ont des choses très... imagine si tu vois un dirigeant et qu'à un moment donné, il t'ait parlé de marge, d'EBITDA ou de chiffre d'affaires. Ok, le chiffre d'affaires, à quel niveau il doit être dans 5 ans? Tu vois, c'est très... oui. Ça dépend à qui tu parles. C'est vraiment, des fois, il faut pas non plus chercher trop à faire des questions qui soient ésotériques. Ouais. Donc là aussi, des questions quantitatives. Aussi des questions quantitatives. Tu as raison. Ouais. Là, on fera quelque chose, un épisode plus complet là-dessus. Ouais, c'est très intéressant ce sujet. Tu as tout à fait raison. Ouais. Écoute, très bien, tu nous as donné encore deux bons tips. Parler de questions sur le passé et le futur du client. Ouais, celui-là est important.
Et encore une fois, ça paraît simple, mais encore une fois, c'est un réflexe qui n'est pas automatique, quoi. Et oui, parce que en fait, pour dézoomer complètement et revenir, mettre ça dans une perspective plus large, faut bien être conscient que ça, le questionnement, c'est quelque chose qui a la théorisation de l'importance du questionnement, c'est Socrate. C'est 500 avant Jésus-Christ. On est chez les Grecs. Il y a deux écoles. Il y a les sophistes et il y a Socrate. Les sophistes, c'est ceux qui ont beaucoup de savoir et qui le font payer très cher. Et qui veut dire, voilà, c'est ça la vérité. Et puis Socrate, lui, il dit pas comme ça. Il pose des questions et il fait prendre conscience aux gens de la réponse ou du problème. Ouais, super. Ça, c'est la maïeutique, je n'ai rien inventé, ça date d'il y a très très longtemps. Je suis très très modeste par rapport à ça. Faut être très modeste par rapport à ça. Ça a 2500 ans. La maïeutique, et d'ailleurs la maïeutique, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais la maïeutique, c'est également l'art des sages-femmes, l'art de faire accoucher. Et faire accoucher, et c'est pour ça que, a priori, la mère de Socrate et de ses sages-femmes, même si c'est difficile à vérifier, t'imagines bien, 2500 ans après, c'est la légende qui dit ça, plutôt, mais en tout cas, lui, Socrate, c'est clair après, parce que tout ça, c'est venu ensuite de Platon, qui était son disciple, et puis tout ça, c'est quand même plutôt clair et documenté, même si c'est très ancien. En fait, la maïeutique, c'est de faire accoucher les idées. C'est exactement ça. Et par le questionnement, tu fais réfléchir la personne en face de toi. Et quand tu te mets en posture de faire réfléchir la personne qui est en face de toi, forcément, elle sort grandie de la discussion. Ouais, ça me fait penser, là je dévie un peu, mais je suis allé voir le dernier film de Cédric Clapiche, 2 mois, donc il y a 2 jours au cinéma. Et à un moment donné, effectivement, l'acteur principal et l'actrice principale, ils vont voir des psychanalystes. Et donc le psychanalyste, joué par François Berléand, demande alors racontez-moi. Et puis l'acteur principal dit c'est-à-dire c'est pas vous qui devez me donner la solution à mes problèmes. et en fait c'est exactement ça, quoi. C'est parlez-moi de vous, moi je vais vous poser des questions et puis à un moment donné vous allez mettre le point sur ce qui cloche chez vous ou ce qui vous perturbe. Et c'est pas moi l'expert qui vais vous apporter la réponse sur un plat. Je vais juste vous poser des questions, en fait. Exactement. Voilà, mais c'est exactement ça. Alors bien sûr, on pourrait même aller jusqu'au fait que quelque part il y a un rôle un peu de psy dans la vente. Mais ou le contraire, un peu de commerce. Enfin, c'est peu importe, quoi. Mais j'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire, qui s'ancre dans le réel, effectivement. Par le fait de poser les bonnes questions, donne les bonnes réponses. Exactement. Ouais. C'est pas plus bête que ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de Voltaire. Juger un homme à ses questions, pas à ses réponses. Oui, et puis je te laisse méditer ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans le thème de la vente, c'est qu'on peut passer de la philosophie au cinéma par la littérature. Et il y a beaucoup de sociologie aussi, donc c'est intéressant qu'avec la porte d'entrée de la vente, on peut aller sur plein de sujets différents, et c'est de l'humain avant tout. Donc c'est de l'humain avant tout, et d'ailleurs, c'est ça qui est génial, et c'est ça, parce que il y a toute une histoire autour de le commerce doit disparaître, l'intelligence artificielle, etc. Mais une machine ne sera jamais capable d'avoir une conversation profonde et pertinente avec un humain. Et donc en fait, si les commerciaux se mettent à ce niveau de discussion, forcément ils seront irremplaçables. Par contre, si c'est juste pour pousser des bons de commande ou des devis, là par contre oui, il y a du moron à se faire. Ça c'est clair. La technique est là pour le. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Mais à partir du moment où tu as une conversation de haut niveau autour du faire réfléchir, là tu sors du lot. D'ailleurs, combien de dirigeants m'ont déjà dit des dirigeants chefs d'entreprise qui ressortent d'une réunion, qui à me répéter, ou qui me disent, mais moi les commerciaux que je rencontre, 8 sur 10 ne s'intéressent pas à moi. Ah ouais.
Ils ressortent de la réunion, ils ne savent pas pourquoi je dois le faire, ni comment, ni pourquoi c'est important, ni même ce que je dois faire. Eh oui, à méditer. Je pousse un peu, hein, je suis pas très agréable, hein, mais je demande à chacun de bien réfléchir à cette question-là. Est-ce que c'est la conversation que vous avez avec vos prospects et clients? Mais comme vous êtes en train d'écouter un podcast, je pense que déjà vous êtes plus avancé que toute la concurrence. Ouais. Et oui, surtout que ce sont des formats longs, donc si vous écoutez jusqu'au bout, c'est que vous avez forcément un degré d'envie de progresser. Et donc déjà, vous êtes différent de 90% des autres personnes qui sont concurrents. C'est ça. Donc c'est intéressant. Hein. Ouais. Bon, super Olivier, on a un peu dévié, mais c'est top. Oui, mais c'est un sujet, c'est un sujet formidable. Après, avant qu'on conclue, moi j'ai un dernier tips à donner vraiment très. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je fais le teasing, mais là, je vais te le dire. Il y a une question qui peut régler quasiment tous les problèmes de prospection. Est-ce que tu crois que nos auditeurs sont intéressés? Ouais, j'espère que ça va pas couper. Oui, je pense, hein, tu es d'accord. Bon, parce que celle-là, elle va résoudre beaucoup de problèmes de prospection. Alors, ce que je constate depuis des années maintenant que je fais ça, ça fait 6 ans, j'ai formé 80 entreprises différentes, plusieurs centaines de commerciaux depuis que j'ai commencé ce boulot. Et ce que je constate, c'est à quel point les commerciaux sont incapables de demander des recommandations. Ah oui. Ah oui. Alors, on pourra en faire un épisode, hein, mais on se rappellera pour ça, Alexandre. En fait, la plupart des commerciaux attendent gentiment que leurs clients leur donnent un nom de quelqu'un qu'ils peuvent appeler de leur part. Le truc, c'est que quand tu fais ça, forcément, tu te condamnes à faire de la prospection dans le dur. Parce que du coup, comme tu n'as pas de nom, que tu fais la prospection dans le dur, alors tu attends le marketing, tu fais du LinkedIn, très bien, tu pries que Google t'envoie des leads, parfait. Mais ça, c'est attentiste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Or, le pouvoir de la recommandation, qui est très sous-estimé, il est très peu utilisé. Et là, pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter, là, je vais partager avec vous comment je le fais exactement. Et on va se le faire. Et même, tiens, tu vas être mon cobaye, Alexandre. Tu veux bien? D'accord. Hein, et on va le faire vraiment comme ça. Alexandre, j'ai une question à poser. Est-ce que tu es OK avec le fait de me répondre non? Est-ce que tu es confortable avec ça? Oui, pas de souci, oui. Hein, tu es confortable, mais je t'en voudrais pas, tu vois, il n'y a vraiment pas de problème. Peux-tu m'aider, Alexandre? Oui. Alors là, je fais une petite parenthèse, personne répond non à cette question, c'est pour ça que je la pose. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Le pire que tu puisses obtenir, c'est « ça dépend ». Voilà. Donc là, la personne, toi Alexandre, tu es en position de recevoir ma question. Ouais. Et là, je vais faire ma troisième question qui va vous aider pour votre prospection. Alexandre, qui puis-je appeler de ta part qui a besoin de mes services? Je pense à beaucoup de monde là. Je vais t'envoyer. Un nombre suffira avec un 06. Ouais. Et tu vois, terminé. Alors je te la fais simple, hein, parce que tu vois, là je t'ai fait un scénario complet de demande qui doit être fait plusieurs fois par jour. Ouais. Le super pouvoir des questions, c'est d'arriver enfin à arrêter une prospection d'appel à froid qui tombe à plat, qui donne aucun résultat. Les commerciaux se plaignent et chouinent, en gros, hein, globalement, parce que la prospection, c'est dur. Oui, c'est dur. Hein. Les gens répondent non. C'est la vie, hein, c'est comme ça. En même temps, qu'est-ce qu'ils essayent de faire différemment pour que ce soit moins dur? Et moi, je constate que la demande de recommandation, elle est généralement pas faite. D'ailleurs, les managers ne s'intéressent pas à ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne suis pas compris, mais un jour, je saurai, sans doute. Hein. Cette question-là, quand elle est posée, parce qu'il ne faut pas attendre la réponse. Il faut pas attendre d'avoir un nom NOM. C'est-à-dire que ce que je veux dire, il ne faut pas avoir peur de la poser. De toute façon, ne pas la poser, c'est déjà de ne pas avoir de nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà un échec de ne pas poser cette question, parce que ne pas la poser, c'est ne pas avoir de nom NOM. C'est avoir un nom NON. Voilà. Donc quand tu la poses,
tu vas avoir le nom de quelqu'un. Et il faut bien la faire comme ça. Qui puis-je appeler de votre part, de ta part, peu importe. Et quand tu as ce nom, tu peux appeler quelqu'un, et je peux dire que le démarrage d'introduction, il n'est pas le même. Oui, bien sûr. Déjà, tu casses définitivement cette barrière de l'appel à froid. Ce que j'appelle un appel à tiède. Ça réchauffe la relation gentiment, et clairement, ça change tout. Voilà. Donc vraiment, ça, le super pouvoir des questions, c'est comment arriver à arrêter de se galérer en prospection. Ouais, très bien. Et voilà. Donc, et je considère vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être c'est trop vaste, on va s'arrêter. Et c'est le premier qui a parlé, qui a perdu. Oui, gérer le silence, très important. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur LinkedIn qui a beaucoup plu. Le premier qui a parlé a perdu. Et effectivement, le silence est une question en puissance, en l'occurrence. Ouais. Figure-toi que, effectivement, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus sur la gestion des silences. Et du coup, là, en ce moment, je m'entraîne à le pratiquer, où je laisse beaucoup plus de silence dans mes rendez-vous. Et effectivement, les gens ont tendance à vouloir combler le silence. Et c'est eux, encore une fois, qui disent des choses. Et c'est pas le commercial qui veut absolument parler. C'est génial. Et combler et je t'encourage vraiment. C'est génial. Bravo, Alexandre, parce que c'est dur. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est pas un exercice facile, mais d'où l'entraînement. C'est l'entraînement constant. Parce qu'on a chacun sa vision, sa perception du temps, en fait. Chacun sa version, chacun a sa vision de la chose. Quoi. Ouais. Et en faisant ça, je me suis rendu compte effectivement qu'avant, je répondais très vite aux gens ou j'enchaînais très vite. Et c'est marrant, hein, mais du coup, on s'auto-analyse et on se rend compte que on peut toujours s'améliorer. Bien que ça fait 7 ans que je suis commercial, et en fait, c'est toujours de l'amélioration constante, d'où le podcast. Oui, mais parce que en fait, c'est un domaine profondément humain, et toute sa vie, on peut être meilleur pour avoir ses relations aux autres. Hein. Enfin, je crois, mais après, il faut s'en persuader, et puis essayer. Et tu as raison, tu insistes beaucoup, tu t'entraînes, tu essayes. Effectivement, les idées sont simples, les concepts de base sont simples, mais il faut se répéter, s'entraîner avec des pairs, tout seul. Essayer, quoi. C'est clair que ça change tout. Ouais, très bien, Olivier. On va passer à la fin de l'épisode. Avant ça, est-ce que je peux te demander, donc tu nous as parlé de ton livre blanc, est-ce que tu as d'autres contenus à consulter Écoute, je connais un excellent blog sur la vente qui peut être, sans fausse modestie, un des plus fournis de France, peut-être. Ouais. Je viens. C'est le tien, ouais. Non, j'exagère. J'ai pas fait de benchmark, hein, bien sûr. Hein. Après, j'ai juste partagé avec toi un point factuel. Hein. Mon blog, c'est www.lesmotsdevente.fr, MAUX2vente.fr. J'ai quand même écrit 86 articles en 2 ans sur la vente. Ah ouais, tu es productif. Je suis résilient, et là-dessus, en fait, pourquoi un tips aussi pratique, c'est que tous les vendredis matins, je donne des pastilles. Je donne la pastille commerciale. Pour être clair, à 6h du matin, mes fidèles lecteurs, 3000 lecteurs, reçoivent ma pastille commerciale à 6h tous les vendredis. Comme ça, ils ont le temps de la méditer le vendredi et le week-end pour ensuite pour y aller sur le terrain dès le lundi avec. Donc oui, je suis assez persistant, et effectivement, je partage des choses très très concrètes, un peu du même acabit de ce qu'on vient de se dire. Ok, top. J'invite du coup les auditeurs à s'abonner à ta newsletter. Est-ce que tu as dans ton quotidien des routines ou des outils que tu utilises pour t'améliorer ? En fait, j'ai pas vraiment des outils. Pour être très clair, je me forme beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que ça peut avoir le coup, quand quelqu'un va vous former, de lui demander à lui, il se forme comment. Toi, tu te formes comment du coup ? Alors, en fait, moi, je me forme tous les ans entre 10 et 15 jours par an. D'accord. Donc, c'est des formations présentielles, c'est ça ? En fait, ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait partie d'un groupe de formation qui s'appelle GERM,
GERM, c'est un groupe, une association qui donne des formations pour les managers dans toute la France avec une très grande ouverture, des intervenants de qualité. Donc ça, c'est très intéressant. Donc GERM, mais également, je vais aux États-Unis tous les ans, rencontrer mes confrères et me former 3 jours par an au minimum sur les dernières techniques, sur la façon de progresser. Et enfin, j'ai des coachs. J'ai 2 coachs, un en rhétorique et un sur lequel je travaille sur les jeux de pouvoir, les relations humaines et la motivation. Donc je mets voilà. Il n'y a pas de mystère, quoi. En fait, à un moment donné, si tu veux augmenter le niveau de jeu, je considère qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il faut juste bosser, quoi. Voilà. Ouais. Et par ailleurs, je te passe quand même toutes les lectures et tous les bouquins que je lis. Hein. Ouais. T'as éventuellement un bouquin à conseiller ? Écoute, le bouquin, mais il faut attendre un peu. Il va sortir en mai 2020, c'est le mien. D'accord. Ça va s'appeler comment ? Alors, ça s'appelle. Je peux pas le dire encore parce que c'est un peu secret, voilà. Mais du coup, je suis en train de l'écrire et ce sera quand même une somme. En gros, globalement, ce sera une somme assez la plus synthétique possible, mais également la plus complète pour le vendeur d'aujourd'hui. Et donc, c'est avec une grande maison d'édition, effectivement, que je vais sortir ça. Je peux pas encore le dire, tu vois. C'est un peu frustrant, mais ça va bientôt sortir. Après, moi, je m'inspire. Moi, je lis beaucoup de livres en anglais, en fait, pour être très clair. Ouais. Oui, on a déjà parlé, effectivement. On cite souvent des bouquins d'auteurs américains. Ouais, parce que ils sont acculturés à cette performance dans la vente. Mais après, il ne faut pas croire qu'ils sont meilleurs que les commerciaux français. C'est juste que pour eux, c'est plus important. C'est-à-dire, s'il y a autant de coachs en vente aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est parce que ils sont très sensibles à la performance, mais c'est parce qu'ils sont pas. S'il y en a autant, c'est parce qu'ils sont pas super bons. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Faut pas. J'ai des statistiques sur le sujet, hein, comme j'ai dit. Je travaille avec un partenaire américain qui est le leader mondial sur l'évaluation et aussi bien des salariés que les commerciaux en vente. Hein. Je garantis 95% de succès dans le recrutement quand on travaille avec mes outils. S'il y a autant si ça marche autant, c'est parce qu'il y a les mêmes soucis qu'en France, dans le monde entier. Hein. La capacité après je te passe tous les critères, hein. Il y a 21 compétences qui sont étudiées par cet outil, mais voilà, fondamental, ça donne des résultats hyper précis, mais voilà, dans tous les pays du monde, c'est le même sujet. Voilà. Ouais. Bon, très bien Olivier, merci beaucoup pour ta dispo. Dernière question, où peut-on te joindre ? Comment peut-on te joindre ? Écoute, je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Olivier Guérin, spécialiste des mots de vente. J'ai une petite communauté très active de fidèles. Je publie très régulièrement. Je pense que c'est le plus simple sur mon profil LinkedIn. Effectivement, après, lesmotsdevente.fr, c'est mon blog. Hein, donc dessus, il y a tous mes articles. Et puis dessus, il y a même un lien vers le nom de ma société. La société s'appelle Bridge Développement, mais à la rigueur, c'est pas vraiment important. Hein. C'est ce que je raconte moi qui est intéressant pour essayer d'aider les commerciaux et les dirigeants, bien sûr, à avoir des meilleurs résultats en vente. C'est pour ça que je me lève le matin. Ok, merci beaucoup Olivier pour tous tes conseils. Et puis n'hésitez pas à contacter Olivier si vous voulez aller plus loin avec lui. Je te remercie Olivier, à bientôt. Donc. Merci Alexandre. À très vite. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!